Grimoire chromé, chapitre 6. Savoir perdre. Beau joueur, l'ordonnateur est debout dans la tribune, accordant une standing ovation à Aurel. Si Arcante et Mantris sont adversaires, cela n'empêche pas d'admirer l'exploit plein de bravoure et de panache de ce guerrier hors norme. Intérieurement, le spectre de la destitution calcifie ses émotions, réduisant à une simple information la douche glacée de la défaite qui pénètre dans ses os. Contraste de l'intériorité et des apparences, un domaine qu'il a élevé au rang d'art. Il ne quitte pas Aurel des yeux. Les drones sont tous braqués sur lui. La Noria intercepte l'intégralité des enregistrements faits par le public. Il met tout en œuvre pour découvrir l'identité de cet inconnu qui vient de renverser le champ des possibles, qui a ruiné tous ses plans. Rien, pas une seule référence, nulle part. Pourtant, il intuite quelque chose. Il coupe tous ses périphériques, charge son nez assistant des affaires courantes, se débarrasse de tout. Il doit s'immerger dans la scène sans artifice, ni filtre, rien d'autre que ses sens bruts et sa subjectivité. Aurel et sa grâce naturelle de danseur, en pleine transe, son charisme magnifié par l'horreur de ses actes. Les tripes jetées sur le sable dans un geste presque artistique qui fait écho à l'élégance macabre de son auteur. Curtis atrocement mutilé en symbole de Mantris vaincu, image en nature morte de l'éternelle fragilité des civilisations, aussi évoluée soit-elle. L'ordonnateur se fige. Fébrile, il fait analyser les giclées de sang et de viscères qui forment un étrange glyphe. Les milliards d'images en banque de la Noria défilent, scrutant une correspondance, une référence unique, un indice. Stop. Une image apparaît, s'agrandit, infime rictus. Il sait. Sous-routine, communiqué officiel. Je tiens à féliciter Arcante et Samalka pour leur victoire. La décision s'est jouée à peu de choses, mais la 20e édition de l'Apologium a choisi son vainqueur. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les combattants qui ont défendu les couleurs de Mantris, exceptionnels dans leur engagement sans faille, ainsi que le public extraordinaire qui les a fidèlement soutenus. Un mot particulier pour les hommes et les femmes de l'ombre qui nous ont accueillis dans cette formidable arène, le temple de l'abolition. Je donne rendez-vous à tout le monde, ici même, dans 1 an. J'ose le rappeler, Mantris ne perd jamais. Elle gagne ou elle apprend. Aujourd'hui, nous avons appris. L'année prochaine, nous gagnerons. Fidèle à son habitude, l'ordonnateur quitte la loge en multipliant les poignées de main. Il répond personnellement aux plus éminents représentants des corpos. Oui, il est conscient de la gravité de la situation. Non, il ne bradera pas l'honneur de Mantris en accordant n'importe quelle faveur diplomatique à Arcante. Faveur qui est avant tout symbolique, Rappelle-t-il d'un ton posé. Devant les crônes, les chroniqueurs des immédiats, il s'engage à rendre compte aux citoyens actionnaires. Rendez-vous est pris à la bourse. Il parvient même à plaisanter avec Faye à propos de leur pari. Il se montre rassurant, consacre le temps qu'il faut à tranquilliser son camp. C'est son rôle. Lorsque la Noria estime le risque d'une motion de censure inférieure à 10%, il prend poliment congé en précisant qu'il va rencontrer sans attendre la Malka pour la féliciter. Cette rencontre, ce sera son combat à lui. Il rendra Mantris fier. En descendant les travées, il adresse de grands gestes aux spectateurs qui le saluent depuis l'autre côté des champs de force. Quand des fans hurlent « Mantris, Mantris !», il joint les mains et les brandit au-dessus de sa tête en signe de victoire, attisant leur ferveur. Sa garde personnelle est sur le qui-vive, prête à écarter un partisan trop enthousiaste. L'ordonnateur, lui, ne s'inquiète pas. Il affiche sa confiance en toutes circonstances. Il entre enfin dans le couloir réservé aux VIP qui mène à la salle des négociations, située dans les entrailles de l'Apologium. Un endroit ultra sécurisé et sans charme, purement fonctionnel, que les drones de protection éclairent de leurs scanners curieux. Les murs froids et désertés laissent un sentiment de solitude profond à quiconque les emprunte. Le paysage est fermé au public, seuls l'ordonnateur et la Malka y ont accès, ainsi que leurs gardes rapprochés. Il bifurque en plein milieu du couloir, vers les toilettes, provoquant un instant de flottement parmi son escorte. Enfermé dans le cabinet d'aisance, enfin seul, il fait 2 allers-retours devant le lavabo, ce qui déclenche le miroir réactif. Il fracasse la lentille holographique, fragmentant son portrait, qui lui renvoie sa propre fureur, puissance 10. Colère contre lui-même, contre son arrogance. Évidemment qu'un plan ne se déroule jamais comme prévu, jamais. Il se voyait déjà en architecte d'une paix durable, en homme qui met fin à l'histoire.
il se retrouve dans la peau d'un ordonnateur en fin de mandat. Il était pourtant si proche du gisement de trisélénium du Rift, si proche de répondre aux besoins urgents en énergie de Mantris, tout en ne faisant qu'une bouchée de cette Malka néophyte. Tout est à refaire. La position est trop exposée, on bouge. Judith se tient devant le sas de la salle d'eau. Son visage disparaît sous une visière rêvée au noir mat qui contraste avec la blancheur de ses longs cheveux. Inutile de lire son expression, l'ordonnateur devine facilement sa contrariété. En cas de doute, il suffit de capter le reflet qui joue sur les vibrodagues que Judith a saisies. Impossible de discuter avec elle. Spécialiste du combat corps à corps, Judith envisage toute interaction sociale comme un duel à mort. L'ordonnateur sort et reprend sa progression sans discuter. Il a déjà bien assez de soucis comme ça. Marcher lui permet de relancer la mécanique de ses pensées. Finalement, la défaite à l'Apologium n'est qu'un contretemps. Ce qui est alarmant, c'est l'enchaînement de surprises, la découverte en cascade d'événements dont il ignore tout. La mission d'exploration anticipée, l'attaque de la frontière, cet Aurel en joker imprévisible, comment peut-il ne pas être au courant de tout cela ? Qu'il ignore ces précieuses informations implique que la Noria ne les connaît pas non plus. Or, c'est impossible. Assistant, note personnelle. Pour plus tard. Pourquoi ne suis-je pas au courant de cette attaque à la frontière ? Qui est le traître ? Que vient faire cet Aurel là-dedans ? 2 événements simultanés que je n'ai pas prévus. Probabilité nulle qu'il soit indépendant. Pensez à fouiller le réseau, mettre la Noria en défaut pour l'inciter à comprendre, à trouver. Toutes les communications, depuis les discussions privées jusqu'aux transactions financières intercorpo, passent par le réseau commun de Mantris. Ce sont les citoyens actionnaires, les CITAC, qui en ont décidé ainsi. Aucun réseau privé, pour personne. Un réseau commun, point. La raison en est simple. Si les corpos disposaient d'un moyen de communication indépendant, si elles pouvaient agir dans l'ombre sans craindre de représailles, elles se livreraient à une lutte commerciale sans merci, et la cité-continent deviendrait une zone de guerre permanente. Les corpos ont d'abord menacé et renaclé. Les CITAC ont tenu bon. Alors elles se sont adaptées en créant un byweb à l'intérieur du réseau, un espace connu d'elles seules. Pour couper court à cette pratique, les CITAC ont donc pris une nouvelle décision. Ils ont placé le réseau commun sous la surveillance de la Noria. Logée dans la plus haute tour de Mantris, la Noria est un espace virtuel où sont téléchargés les esprits des CITAC les plus méritants. Les heureux élus deviennent des Mantrix et forment une vaste gestalt, une agora dématérialisée, un panthéon civil au service des vivants. L'ordonnateur, lui, voit plutôt la Noria comme un joyeux cimetière où les défunts échangent leurs points de vue, parlent avec leurs descendants venus leur rendre visite et gardent la forme en s'occupant de la gestion pratique de Mantris, tâche rébarbative dont les vivants ne veulent pas s'encombrer. Dans l'une ou l'autre version, la Noria représente l'essence même de la synthèse et du compromis. En y ajoutant les 3 lois de la Cynthia qui pilotent la Noria, elle est le parfait censeur de toutes les communications. Le volume est à ce point considérable que tous les échanges ne sont pas épiés. Les ordinateurs quantiques sont suffisamment puissants pour le faire, mais le contrôle détaillé de chaque conversation prendrait un temps colossal. De plus, les communications cryptées sont autorisées tant qu'elles restent identifiables. La vie privée et la libre concurrence ne sont donc pas mises en danger, pas de façon rédhibitoire en tout cas. En revanche, à la moindre suspicion, cette surveillance permet de trouver des preuves qui sont ensuite rendues publiques. Les corpos ne s'y risquent pas. Si une corpo avait piraté la mission d'exploration pour l'anticiper et la transformer en opération militaire, la Noria le saurait, et donc lui aussi. Or, ce n'est pas le cas. Impossible. Impensable. À moins que... L'ordonnateur se fige à nouveau. Dans son dos, Judith soupire, mais il s'en fiche royalement. Et si la Noria lui cachait des informations ? Si elle le manipulait ? Possible. Faiblement probable, mais pas impensable. Moins improbable qu'une erreur de calcul de la Noria, en tout cas. Imaginer que les Mantrix se trompent, c'est comme s'attendre à ce que les 3 lunes se percutent en plein ciel. L'hypothèse a de la gueule, mais ça reste de la fiction. Il inspire profondément, se force au calme pour mieux réfléchir. Autour de lui, ses gardes du corps patientent. Judith ressort ses vibrolames, les autres vérifient les scanners et les drones de défense. L'ordonnateur finit par se rassurer. Trop d'éléments lui échappent pour le moment, inutile de coder dans le vide. Sa seule certitude, c'est qu'il ne dispose pas de la faveur diplomatique comme prévu. Le plan A tombe à l'eau,
Dont acte. Il faut désormais trouver un plan B. Ça ne l'effraie pas. Un défi à relever, il en a l'habitude. C'est un animal politique. Un animal avec un piège à mâchoire mordu à la patte, certes, mais loin d'être mort. A l'inverse, la Malka est une novice. L'héritière inexpérimentée de son père, une gamine naïve qui n'entend rien au jeu de pouvoir. La preuve, son trône est déjà menacé d'après ses dernières informations. Une opportunité à saisir. Il rassemble ses forces, prêt au combat. Vous restez ici. Ordonne-t-il. Ce n'est pas conforme au protocole. Rappel est là. Au sein de sa garde, c'est elle le char d'assaut. Très musclée, elle porte un énorme phaser en travers de la poitrine. Son sac à dos contient une tourelle portative avec une mitrailleuse montée sur pivot. Elle est prête à l'activer au moindre danger. Erreur. C'est moi le protocole ici. Ella se contente de hausser les épaules. À ses yeux, l'ordonnateur a le droit de se comporter en idiot. L'essentiel, c'est que son objection soit dûment notée dans l'implant neuronal qui lui sert de boîte noire, au cas où les choses tourneraient mal. La salle des négociations est juste à côté. Il désigne la double porte, ridicule avec un battant en bois et un en métal. Surveillez l'entrée de loin. Je ne veux pas qu'on vous voie. Il veut être seul dans la salle quand la Malka y entrera accompagnée de ses gardes. Être en avance, sans protection, voilà qui devrait la déstabiliser. Une façon idéale d'entamer les négociations. Il se concentre, plaque un sourire sur son visage, respire, redresse la nuque, détend ses muscles, creuse son ventre. Il est prêt. Il marche d'un pas décidé jusqu'à la porte qu'il ouvre en grand, en maître des lieux. Au centre de la pièce ronde, aux murs incurvés, peints de lumière, Solis est déjà assise à la table, seule. Installez-vous, ordonnateur. La Malka change son croisement de jambes, en un frôlement discret de tissu, et tourne son visage fin vers l'ordonnateur, sourire paisible et regard profond. Le mouvement est découplé, gracieux. N'importe quelle génétique de mentrice n'a rien à lui envier. C'est à se demander si les optimisations Kyotech auraient même un quelconque effet sur elle. Il occulte cette pensée, ne pas se laisser distraire, rester concentré, à l'affût de la moindre occasion. Il prend le temps de fermer la porte derrière lui avant de s'asseoir en face de la Malka. Ces quelques secondes lui sont nécessaires pour s'adapter à la situation, différente de celle qu'il attendait. Ordonnateur, est-ce bien le titre par lequel je dois m'adresser à vous? S'enquiert Solis. Ou bien dois-je y ajouter un prénom? Simplement, ordonnateur, Malka. J'ai un prénom pour ma part, je m'appelle Solis. Mais tenez-vous-en à mon titre. 2-0. L'ordonnateur fait l'une des pires entames de match de sa longue carrière. Il s'assoit dans son siège à mémoire de forme. Il lisse le large pan de tissu qui traverse son torse en diagonale, ainsi que la dernière mode en vogue à mentrice s'impose de porter la cravate. Il visse son regard dans celui de la jeune femme. Elle ne baisse pas les yeux, ne cille pas. Elle rappellerait l'élégance éternelle d'une statue de granit, si elle n'avait cette aura de détermination vibrante nichée dans les pupilles. L'ordonnateur prend la mesure de son adversaire. Il l'imaginait en héritière un peu tendre, une proie facile pour ceux qui veulent s'emparer du trône par le mariage. Il découvre une jeune femme courageuse et intrigante. Derrière la façade lisse, presque innocente, il devine une noirceur voluptueuse qui traîne au fond de son âme, aussi dérangeante qu'une mouche noyée dans le verre d'un grand cru. Je vous félicite pour votre victoire à l'Apologium, Malka. Je n'ai pas tenu la dague, mais je vous remercie. Je regrette pour ma part de ne pouvoir vous retourner le compliment. Votre assaut à la muraille est un échec cuisant. Je vous prie de me pardonner, Malka, mais vous devez faire erreur. Nous sommes en paix, je vous le rappelle. Solis se penche sur le côté, pour ramasser un objet que la table lui a caché. Elle le jette sur le plateau en merisier veiné de circuits imprimés. Plus gros qu'une balle d'abalition, il roule en cahotant avant de s'arrêter pile devant lui. C'est le casque d'un pilote d'aéronef. La tête décapitée est encore à l'intérieur. Entre eux, le sang à demi coagulé a tracé une ligne en pointillé. Il faut tout l'aplomb de l'ordonnateur pour ne pas sursauter. Au-delà du sort cruel de ce pauvre pilote, il ne s'attendait pas à ce qu'Arcante ait déjà en sa possession une preuve matérielle de l'opération minage. Comment peuvent-ils déjà le savoir? Il a visualisé l'assaut en direct il y a moins d'une heure. Par quel miracle ont-ils pu être plus rapides qu'un flot de données se propageant à la vitesse de la lumière? La magie le surprendra toujours. 3-0. Le score commence à peser. Concentré, Solis ne perd pas une once de la scène.
Elle se saisit du moindre détail, de chaque micro-expression sur le visage de l'ordonnateur. Elle entend les poils de sa barbe crisser légèrement quand ses mâchoires serrent, le léger bruit de salive comprimée lorsqu'il déglutit, et l'ongle qui s'enfonce dans la peau dans un geste impossible à contenir. Le corps de l'ordonnateur est une partition dont chaque note trouve son rythme sur souffle rapide, trop rapide pour être serein. Toutes ces petites choses sont pourtant cachées derrière une expression imperturbable, réprimée avec adresse par son homologue à l'aide d'artifices technologiques. Malheureusement pour lui, les perceptions de la Malka se situent à un tout autre niveau. La mélodie que Solis perçoit lui apporte une certitude. L'homme qui lui fait face est surpris, d'une surprise sincère. Elle devine que si l'incident de frontière ne lui est pas inconnu, il n'en est pourtant pas à l'origine. À cette pensée, les épaules de la Malka se relâchent, signe d'un soulagement que l'ordonnateur ne sera pas à même de remarquer. Si le chef de la diplomatie Mantri avait été mêlé à l'attaque, tout aurait été bien plus compliqué. Elle devra toujours obtenir réparation pour l'affront fait à Arcante, évidemment, mais elle ne sera pas contrainte de déclencher une guerre contre Mantris pour autant, du moins pas dans l'immédiat. Solis ignore totalement comment réagir, ni quoi exiger. Elle se tait, en espérant que le Mantri prendra la parole le premier. L'ordonnateur saisit le casque du bout des doigts et le repousse sur le côté. Il sort un mouchoir d'une poche invisible, s'essuie le bout des doigts avec affectation, rejette le tissu sur la table. Il est temps de revenir dans le match. Ma foi. Concède-t-il. Cette tête ne me dit rien. Mais je ne peux nier que le casque vient des nôtres. Je vous promets de tenir un audit rigoureux pour déterminer les responsabilités dans cette déplorable affaire. Laissez-moi vous en fournir les conclusions. Cela nous fera gagner du temps. La déplorable affaire, comme vous dites, avait pour but de trouver une nouvelle source de ce que vous appelez le trisélénium, n'est-ce pas ? L'ordonnateur admire la justesse du pari, parce que ce n'était rien de plus que ça, un pari. Il sait débusquer un coup de bluff quand il en voit un. Il choisit de ne pas nier, il ne maîtrise pas suffisamment la situation pour prendre un tel risque. Vous autres Mantri êtes si prévisibles. Poursuit la Malka. Quand donc cesserez-vous de saigner la terre pour entretenir votre train de vie dispendieux ? Vampiriser la vie d'un sol pour alimenter des machines, c'est tellement vous. Il s'étonne de tant de véhémence. Solis croit vraiment à son discours moralisateur. C'est le propre des idéalistes, un poil trop naïf. Enfin, une faille à exploiter. Je respecte votre point de vue, Malka. Toutefois, je vois dans nos efforts d'autres motivations. L'éducation de nos enfants, la santé pour tous nos citoyens actionnaires, une existence digne et agréable pour chacun. Autant d'atouts précieux qui caractérisent Mantris. Des atouts dont est privé Arcante, ce qui fait de nous des sauvages. C'est bien ce que vous sous-entendez, ordonnateur, n'est-ce pas ? Son instinct était le bon. La Malka a des certitudes. Le pouvoir n'a pas encore poncé ses espoirs de changer le monde. Ça viendra. En attendant, il l'a mené là où il le voulait. Ne reste qu'à consolider son avantage tout en peaufinant sa diversion. Veuillez me pardonner, Malka. Il se redresse, pour donner plus de poids à ses excuses. Une manœuvre qu'il parvient à rendre parfaitement naturelle. J'ai infiniment de respect pour votre peuple et ses valeurs. Je regrette si j'ai pu, ne serait-ce que l'espace d'une phrase, vous laisser imaginer le contraire. Je n'ai que faire de vos regrets. Les coupables seront punis comme ils le méritent. Leur châtiment sera la mort. Je ne peux malheureusement répondre favorablement à cette demande, Malka. J'espère que vous le comprenez. De quelle demande parlez-vous, ordonnateur ? Condamner les coupables à mort. Tel est le prix que vous exigez au titre de votre victoire, n'est-ce pas? Je tiens toutefois à humblement vous rappeler que la peine capitale n'est pas compatible du droit Mantri. Et donc que... Il est interrompu par un rire cristallin, celui d'un enfant cruel qui se moque d'un camarade, humiliant et sinistre. D'où vous vient l'idée saugrenue que je suis soumise à votre justice ? Le rire cesse brutalement. Je suis la Malka d'Arcante, je suis au-dessus des lois. Je suis la loi. Les coupables mourront parce que je l'ai décidé, et non parce que vous les aurez condamnés. Est-ce bien clair ? Vous ne croyez tout de même pas que j'en suis à vous demander une faveur ? Frémissante sous l'affront, elle se lève, impériale. L'ordonnateur est pris de court par cette démonstration d'autorité. Cette Malka est réellement déstabilisante. Qu'y a-t-il réellement en face de lui ?
Une apprentie reine qui multiplie les coups de chance, ou une négociatrice redoutable déjà surdouée? En tout cas, son charisme est indiscutable. Solis contourne la table, la tête haute, le port altier. Il ne doit surtout pas la laisser quitter la pièce sans obtenir quelque chose. Leur rencontre ne peut s'achever sur une débâcle. Je m'étonne que vous ne réclamiez pas votre faveur, Malka. Arrivé devant la porte, Solis se tourne vers l'ordonnateur qui se balance tranquillement sur son siège. Une lueur indéfinissable allume l'améthyste de ses yeux. Je m'étonne que vous soyez pressé de la découvrir étant donné votre situation. La vôtre, de situation, ne serait guère enviable si votre petit secret venait à être révélé. Solis ne tombe pas dans le piège de demander lequel. Là encore, l'ordonnateur ne parvient pas à déterminer si c'est délibéré ou fortuit. Maintenant que le circuit est imprimé, il faut tester la carte, comme on dit. Votre victoire n'est pas valide, puisque ce mystérieux Aurel n'est pas un archante, mais un Forgotten. Fugitivement, ses yeux violets sont traversés de crainte. La pupille flotte un peu, à moins que ce ne soit pur étonnement. L'ordonnateur pousse son avantage. Qui vous aurait cru si attaché au sort des habitants du Rift? Solis croise sereinement les deux mains sur son giron, dans une attitude maternelle. Qui vous croirait aussi indifférent à vos voisins? Vous me devez effectivement une faveur, ordonnateur. Voici mon exigence. Je vous accorde jusqu'à l'hiver prochain pour remédier aux conditions atroces dans lesquelles survivent ces milliers de Forgotten. Le visage de la Malka brûle. Ses cheveux charbon tirés en arrière, côté rasé, lui donnent un air sévère que l'ordonnateur n'avait pas encore perçu chez elle. Son attitude altière dégage une odeur de défi. Je vous dis au revoir, ordonnateur. Solis se retourne, en un mouvement soudain, suivi par les plis de sa robe blanche et or. La porte se referme derrière elle dans un claquement, le laissant seul dans la salle, sans fenêtre. Seul, avec une tête décapitée. L'ordonnateur en est cruellement conscient, il a bien failli se faire moucher comme un morveux. Inconsciemment, il a sous-estimé son adversaire, il le sait. Non pas parce que c'était une femme jeune, une archante. Sa modernité et celle de Toumentrice a depuis longtemps dépassé tous ses préjugés sexistes et culturels. La raison est à trouver ailleurs. Il doit en convenir pour lui-même, il s'est pourtant montré arrogant, malgré lui. Il s'est reposé sur ses acquis, un excès de confiance a émoussé ses capacités d'improvisation, de rectification tactique à la volée. Soit. Cependant, il n'a pas tout perdu, loin de là. Il se lève à son tour. Il attrape la tête décapitée sans se soucier de se salir les mains cette fois. Ce pilote a communiqué avec les traîtres à Mantris. Même mort, il livrera ses secrets. La Malka lui a, sans le vouloir, fourni un indice précieux. Canal prioritaire. Archiviste. Mantrix. Noria. Archiviste, je veux la liste des membres du conseil d'administration de la bourse, mais en la limitant à ceux qui possèdent au moins 5000 jetons. 13 membres correspondent: Loken, Ambani, Lee, Yadav, Torres, Junda, Talal, Sivaris, Michelson, Bolton. Bolton fera l'affaire. Voilà comment procéder. Bolton convoquera une réunion du conseil de la bourse, quand je lui dirai. Il me doit une faveur, et ses 5000 jetons lui en donnent le droit. Il sera convenable qu'il reçoive un petit bonus. 500 jetons? Acceptable, si cette réunion est justifiée. Improbable. Le conseil devra valider le droit que j'ai obtenu pour Mantris d'installer des camps d'aide humanitaire dans le Rift. Incohérent. Ce que vous deviez obtenir pour Mantris, c'est d'installer des mines dans le Rift. Sauf que nous n'avons pas eu la victoire prévue dans l'Apologium. Pourquoi une réunion du conseil? Je vais faire de l'alchimie? Archiviste. Transformer le plomb de vos probabilités foireuses en un or d'opportunité? La ville n'a pas besoin d'or, elle a besoin de trisélénium. Et la ville en aura. Maintenant, je dois savoir combien de Sitac seraient favorables à une action humanitaire de Mantris dans le Rift. 37,26%. Dépenses associées à un gaspillage injustifié. Il faut dépasser les 50%. Vous lancez immédiatement une campagne de sensibilisation au sort des Forgotten. Mon IA assistant vous transmet les éléments de langage. Le Rift passe sous gouvernance de Mantris. Oui, c'est bon ça. Dès qu'on franchit 51% du soutien public, Bolton convoque la réunion du conseil. Votre plan ne nous paraît pas totalement clair. Qu'est-ce qui différencie une défaite d'une victoire? Le point de vue. Les plans, c'est votre truc. Moi, je change les regards. Il coupe la communication, sort dans le couloir et se dirige avec ses gardes vers la borne de Dalek,
disque à lévitation électrocinétique, perché au sommet de l'apologium. Il est temps de rentrer à Mantris. L'enceinte du stade est désormais vide. L'ordonnateur traverse les gradins constellés de détritus. Les semelles de ses chaussures couinent sur le sol poisseux que les bottes recycleurs n'ont pas encore nettoyé. Ruminant la défaite, il fige ce moment pour s'en souvenir plus tard. Petite manie de diplomate qui n'accepte pas l'échec. Des gonfalons foulés aux pieds, il revoit les mains s'agiter. Les bouches hurlent encore dans le silence de l'arène. D'un drone buvette coincé entre deux sièges, il respire à nouveau l'odeur des cornets de friture de merlanan, ces petits poissons qui pullulent dans les canaux de Mantris. De biustes récréatifs, abandonnés encore neufs dans leur emballage couleur néon, il goûte l'arôme acidulé du produit. Il sent presque l'effet stimulant se diffuser dans ses veines. Il frissonne. Ce souvenir-là est bien plus ancien que la fête fraîchement finie. La pensée parasite teinte son regard de la panique du manque. Il a vaincu ses addictions depuis des années, mais elles rôdent toujours dans l'ombre de son inconscient, molosse grondant qui mâchouille l'os rongé jusqu'au cartilage des anciennes heures de débauche. Un nœud au ventre, il s'appuie un instant au bastingage qui couronne l'arène, les deux coudes vissés au rebord en stylène. Il observe plus bas le jaune passé du sable se mêler au rouge sombre du sang qui sèche au soleil. Un tableau trop vite peint, où chaque flaque de couleur est la marque d'un drame, pour un camp comme pour l'autre. D'un côté de l'enceinte, un robot utilitaire laboure le sable, en un bouillonnement silencieux, tandis que de l'autre, un mage aux joues rondes souffle sur le sol pour en lisser la surface. Les deux s'attellent à la même tâche, faire disparaître toute trace d'une rencontre meurtrière entre les peuples ennemis. L'ordonnateur est, cette année encore, saisi par l'étrangeté de la scène. Dans un soupir, il ne peut s'empêcher d'imaginer un monde où les murs dressés il y a des siècles pourraient s'écrouler, former un pont nouveau entre deux modes de vie arbitrairement incompatibles. Il tapote 2 fois la rambarde avant de reprendre sa marche vers la borne d'Alec, les mains croisées dans le dos. Il se laisse imprégner de la sensation du boulot fait, pas bien fait, tout juste fait, rattrapé in extremis au diode, mais tout de même. Alors que l'ordonnateur s'envole, sur sa rétine les immédiats titres. Canal à abonnement. Immédiat. Univers. L'ordonnateur arrache la gestion du Rift à la Malka. Le Rift passe sous protection Mantris malgré un apologium en demi-teinte. Fidèle à ses valeurs solidaires, Mantris prend en charge les Forgottens. Il a désormais un pied légalement posé dans le Rift, et il peut se targuer d'avoir fait d'une défaite objective une subjective et médiatique victoire. Il n'est pas spécialement fier de lui, mais il a fait le job, et 2 heures après une défaite totalement improbable, il est toujours ordonnateur. Pour l'instant.